Cap sur la grande édition de ce dimanche 9 octobre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité hebdomadaire du 3 au 9 octobre sur A12. En début de semaine, le 3 octobre, les forces de Kiev ont réalisé d'importantes percées sur le front dans la partie est de l'Ukraine. L'OPEP+ décidait mercredi de la réduction de ses quotas de production de 2 millions de barils de pétrole par jour. Enfin, le président américain Joe Biden a dit craindre vendredi une apocalypse nucléaire. L'actualité de la semaine a démarré en trombe ce lundi 3 octobre sur fond d'effondrement des lignes de défense russes dans l'est de l'Ukraine. Les troupes de Kiev ont reconquis des centaines de kilomètres carrés de territoire dans les régions du nord-est et du sud. Retour sur l'élément qui vous était proposé. Dans les décombres d'un immeuble, l'armée ukrainienne filme l'un de ses soldats monté jusqu'au toit pour faire flotter de nouveau le drapeau jaune et bleu au-dessus du village de Myrolyubivka, un village situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kherson. Les forces russes à l'ouest du fleuve Dniepr auraient également perdu le village de Doutchany, même si elles affirment avoir stoppé l'offensive ennemie. Mais les troupes de Kiev continuent bel et bien de gagner du terrain sur le front sud, dans cette province toujours contrôlée à 90% par les Russes qui viennent de l'annexer. Mais c'est surtout sur le front est que la contre-offensive ukrainienne est actuellement la plus efficace. Au total, plus de 450 localités ont été reprises dans la seule région de Kharkiv, libérées grâce à l'opération de défense qui a débuté en septembre et qui se poursuit. Elle se poursuit notamment dans les provinces de Donetsk et de Louhansk. Après la reprise ce week-end de la ville stratégique de Liman, les troupes ukrainiennes tentent de percer en direction de Severodonetsk et Lysychansk, tandis qu'une partie du contingent russe s'est repliée vers Svatové. Et autour de Liman, c'est la police ukrainienne qui a pris le relais de l'armée, cherchant notamment des traces d'exactions russes. Ici, elle diffuse des images de ce qu'elle présente comme des cellules de détention et de torture. En Afrique, c'est la prise du pouvoir effective par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui marquait l'actualité. Après 48 heures de vives tensions, notamment à Ouagadougou, où différentes factions de l'armée se sont affrontées avant l'appel des putschistes à un soulèvement populaire, la junte du MPSR2 s'est installée avec la bénédiction des chefs militaires. Cette première parade des putschistes, avec les acclamations pour leur leader Ibrahim Traoré, annonce la réussite du coup d'État. Dans la capitale, chaque heure de ce dimanche 2 octobre semble clarifier la situation. Communiqué sur la réouverture des frontières, artères ouvertes à Ouagadougou et retour au calme avec des militaires détendus. Des manifestants, parfois drapeaux russes à la main, sont convaincus du bien fondé du coup de force. En milieu d'après-midi ce dimanche, le colonel Damiba accepte en effet de démissionner, après une concertation menée par des leaders religieux et coutumiers. Damiba posait 7 conditions, dont celle de sa sécurité et de ses soldats fidèles. Conditions acceptées par Ibrahim Traoré, qui s'ouvrait donc la porte du pouvoir. Paul-Henri Damiba se serait envolé pour Lomé, la capitale togolaise, marquant la fin de 8 mois passés à la tête du Burkina Faso. Mardi 4 octobre, nous vous annoncions les résultats du premier tour du scrutin présidentiel au Brésil qui opposait le candidat de gauche Lula au président sortant Jair Bolsonaro, issu de la droite. Contre toute attente, les sondages ont été pris de court. Bien qu'arrivé en tête avec 48% des suffrages, Lula devra confronter son challenger de droite lors d'un second tour le 30 octobre prochain. Au terme du premier tour de la présidentielle brésilienne, le candidat de la gauche, Lula da Silva, termine en tête avec 48,4% des voix. Mais le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, le suit avec 43,2%. Il faut donc attendre le second tour qui aura lieu le 30 octobre. Alors que le résultat de la gauche déçoit, le score du président sortant a réussi à déjouer la majorité des prédictions. La polarisation est très intense et le soutien au président Jair Bolsonaro augmente de plus en plus, ce qui montre que le Brésil est un pays très conservateur. Le pays est très polarisé. Les deux camps croyaient que l'élection allait être réglée hier, mais je ne pensais vraiment pas que ça serait le cas. L'icône de la gauche, Lula da Silva, garde toujours une certaine avance devant Jair Bolsonaro. Mais les Brésiliens ont finalement moins sanctionné que prévu le président sortant pour son déni face à la pandémie, la crise économique et les scandales ayant marqué son mandat.
D'ici le 30 octobre, le dirigeant populiste aura l'occasion de galvaniser ses troupes et de trouver un nouvel élan. Le mercredi, l'appel au sabotage de la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine, lancé par un mouvement politique proche de l'opposant Alexei Navalny, constituait l'une de nos principales informations. Il s'agit pour ces opposants de marquer leur indignation face à l'envoi massif de citoyens russes sur les lignes de front en Ukraine. C'est par une déclaration publiée sur YouTube que le mouvement politique d'Alexei Navalny renaît de ses cendres. Il y a plus d'un an, l'organisation était qualifiée d'extrémiste par la justice russe et interdite. Dans cette vidéo, les alliés du militant d'opposition annoncent qu'ils comptent créer un vaste réseau national pour éviter de nouveaux décès dans la guerre en Ukraine. La relance de ce mouvement antigouvernemental intervient sur fond de mécontentement grandissant d'une partie de la population face à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Une colère sur laquelle les fidèles de Navalny comptent bien capitaliser. Devenez les membres de notre siège. Non à la guerre. Non à la mobilisation. Liberté pour Alexei Navalny. Le communiqué sollicite l'aide d'artistes, d'avocats, de hackers ou simplement de personnes volontaires pour imprimer et distribuer des tracts. Il appelle aussi une nouvelle fois à la libération d'Alexei Navalny. Incarcéré depuis janvier 2021, Navalny purge une peine de 11 ans de prison. Les 23 pays membres de l'OPEP+ annonçaient mercredi leur décision de réduire de 2 millions de barils leur quota de production quotidienne. Nous vous l'indiquions dans notre édition du jeudi. La nouvelle a suscité l'ire de Washington. La décision était attendue, mais pas dans ses proportions. L'OPEP+ annonce ce mercredi une diminution de ses quotas de production de pétrole à hauteur de 2 millions de barils par jour sur les 79 millions qui sortent quotidiennement au niveau mondial. Depuis plusieurs semaines, les pays de l'OPEP+, qui regroupent 23 des grandes puissances pétrolières de la planète, ne cachaient pas leur inquiétude face à la baisse des cours sur fond de ralentissement économique mondial. Depuis cet été, le prix du baril de Brent évolue sous la barre symbolique des $100. Le raisonnement de l'OPEP+ est le suivant. Si nous allons vers une récession, cela veut dire que le monde va consommer moins de pétrole puisque l'économie mondiale sera en récession. Il vaut mieux être proactif et commencer dès à présent à réduire notre production pour éviter une trop forte chute des prix éventuels à l'avenir. Une décision qui froisse la Maison-Blanche. Une hausse du prix du baril est très mal vue alors que l'inflation bat des records aux États-Unis et que la récession menace. En juillet dernier, Joe Biden s'était rendu à Riyad pour plaider en faveur d'un prix du baril bas. Il n'a pas été entendu. Une nouvelle qui tombe au plus mal à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour la Russie, c'est en revanche une bonne nouvelle. Le deuxième producteur mondial de pétrole continue de vendre son or noir à de nombreux pays, malgré les sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine. Autre actualité marquante de ce jeudi 6 octobre, la visite du chef de la diplomatie ukrainienne Dimitri Kuleba à Abidjan. L'émissaire de Kiev y a rencontré son homologue ivoirienne Kandia Camara. Des mémorandums visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays ont été signés. Visite de 24 heures à Abidjan de Dimitro Ivanovich Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Il a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani. 2 mémorandums d'entente ont été signés entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la sécurité et la formation des diplomates. Nous avons eu une discussion avec Madame la ministre d'État, surtout sur les points relatifs à la sécurité et à la formation. Nous essayerons dans la mesure du possible d'aider la Côte d'Ivoire en nous fondant sur notre expérience personnelle sur la défense, les questions de cybersécurité et les questions de sécurité dans leur grand ensemble. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire a des besoins dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes donc venus avec des hommes d'affaires bien sûr, pour voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre coopération. En marge de la signature des mémorandums, les 2 ministres d'État ont présenté la Côte d'Ivoire et ses atouts attractifs à la délégation ukrainienne, en invitant ces hommes d'affaires à découvrir les potentialités d'affaires que regorge le pays. Nous avons compris que c'est dans la transformation que nos producteurs pourront véritablement bénéficier du fruit de leur labeur. Notre pays est un pays essentiellement agricole. Partout, nous avons de la verdure, nous avons des terres riches.
Nous avons des plans d'eau extraordinaires, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des barrages, nous avons des lagunes. Ce sont des atouts dont nous disposons et qui méritent d'être exploités pour nous permettre vraiment de produire davantage. Nous voulons que nos diplomates puissent parfaire leurs connaissances dans votre grand pays, qui a évidemment une grande expérience dans ce domaine. Et nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, de savoir aussi que vous n'êtes pas venu qu'avec des diplomates. Vous êtes accompagné d'hommes d'affaires. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train d'amorcer son développement. Et la Côte d'Ivoire a décidé de transformer de façon structurelle son économie pour avoir suffisamment de ressources pour son développement. La signature de ces mémorandums marque le début du renforcement des relations fraternelles et du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine. La communauté politique européenne a vu le jour ce jeudi 6 octobre à Prague en Tchéquie. 44 dirigeants européens, y compris le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan et des dirigeants des Balkans de l'Ouest. Le but de la naissance de cet outil est de créer un cadre de concertation renforcé autour des principaux défis de l'Europe. C'était dans notre édition de vendredi. 44 chefs d'État et de gouvernement européens réunis à Prague pour une nouvelle plateforme de concertation, la communauté politique européenne. À l'occasion de cette réunion, les responsables échangeront leurs projets pour l'avenir du continent avec une attention particulière sur la sécurité et l'énergie. Nous partageons le même continent et nous faisons face aux mêmes défis. Et nous avons l'occasion d'apporter des réponses pour améliorer la coopération et la coordination afin de parvenir à plus de stabilité, de sécurité et de paix. Le Premier ministre ukrainien a fait le déplacement à Prague. En revanche, la Russie et le Bélarus ne sont pas conviés, mais l'ombre du Kremlin et de la guerre en Ukraine plane sur la rencontre. Tout le continent européen est là, à l'exception de 2 pays, le Bélarus et la Russie. Cela montre à quel point les 2 pays sont isolés. Autour de la table se retrouvent des pays membres de l'Union européenne et d'autres qui n'appartiennent pas au projet européen. Pour le Royaume-Uni, ce nouveau format est l'occasion de relancer les contacts avec ses partenaires continentaux. Parmi les participants, il y a aussi des candidats à l'adhésion, comme les Balkans occidentaux. Cette réunion est l'occasion de demander à la Serbie de s'aligner sur la position européenne concernant les sanctions contre la Russie. Enfin, de nombreuses questions sont aussi en suspens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, en particulier sur les relations entre Ankara et Athènes. Or, l'objectif de cette communauté politique européenne est justement de pouvoir engager un dialogue. Toujours dans le journal de vendredi, nous évoquions avec nos confrères de France 24 la vague de démissions constatée en France. Plus de 520 000 salariés sont concernés par ce phénomène, rien que depuis la fin 2021. Suivons ensemble ce reportage. En février, Morgane a décidé de changer de vie. Cette Parisienne travaillait dans un bureau d'études spécialisé dans les télécoms. Après plusieurs années de doute, elle a choisi de quitter son poste. Plusieurs fois, j'ai eu envie de partir. À chaque fois, on a fait changer mon poste et on m'a donné une nouvelle responsabilité, ce qui restait intéressant, mais pas suffisamment pour me donner envie de poursuivre dans un domaine qui ne m'intéressait pas. Selon un sondage réalisé en juin, 34% des salariés français sont en burn-out, soit 3 fois le niveau avant Covid. Il y avait des phases où j'étais hyper stressée, complètement désabusée, et les semaines passent et tu te rends compte que ça fait 6 mois et hop, ça revient. C'est un souci de santé personnelle qui m'a fait réaliser que ça valait pas le coup, quoi. Elle cherche désormais une formation pour se reconvertir et devenir libraire. Comme Morgane, François a lui aussi osé quitter son poste. Après 25 ans passés en tant que salarié, cet expert en communication et en conseil s'est lancé à son compte. Montre-moi un peu, voilà, l'axe. Ouais. Ok, donc l'axe d'Arthur. J'avais une rémunération très confortable, 2 salariés, donc voilà, dans une boîte dans laquelle j'étais depuis 12 ans, donc le risque était nul ou quasi nul. Enfin, et évidemment, quand on crée une boîte du jour au lendemain, le revenu est complètement incertain. C'est quand même un grand saut dans le vide, quoi. Ça c'est sûr. Après 1 an et demi, son entreprise s'est développée et emploie maintenant 7 personnes.
Avant de sauter le pas, François s'est appuyé sur un collectif appelé Postadem. Il a participé à une formation spéciale. C'est un programme d'accompagnement qui accompagne pendant 3 mois un porteur de projet à définir justement son projet et à tout faire pour le faire exister réellement. Dernier virage de cette grande édition, les actualités d'hier au samedi 8 octobre. Le pont de Crimée a été la cible d'une violente explosion très tôt en matinée. La Russie, qui a tout de suite orienté ses soupçons vers Kiev, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce pont reliant la Crimée au territoire russe a été gravement endommagé samedi matin après l'explosion d'un véhicule, selon Moscou. Conséquence, 2 voies routières se sont effondrées partiellement et 7 citernes ferroviaires qui allaient vers la Crimée ont été incendiées. Le trafic a dû être arrêté. Ce pont est essentiel au transport des personnes, des marchandises, mais aussi des troupes déployées par Moscou en Ukraine. La Crimée a été annexée en 2014 par la Russie. Moscou a toujours affirmé que l'infrastructure ne risquait rien en dépit des combats. L'arche du pont n'a pas été touchée selon le comité saisi pour enquêter. 24 heures avant cet incident, le président américain Joe Biden exprimait ses craintes que les menaces répétées de son homologue russe conduisent à une apocalypse nucléaire, selon ses propres termes, le pointant cet élément. C'est un mot qui fait frissonner toute la planète. Le président américain Joe Biden estime que le risque d'Armageddon nucléaire est à son plus haut niveau depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était, je cite, un type qu'il connaît assez bien et que ce dernier ne plaisante pas lorsqu'il parle de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà évoqué des frappes préventives de l'OTAN si la Russie prenait la décision d'utiliser des armes nucléaires. Signe de la tension qui règne, la présidence a ensuite expliqué qu'il voulait en réalité parler de sanctions préventives. Que devrait faire l'OTAN? Éliminer la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires, mais surtout, je lance un nouvel appel à la communauté internationale, comme avant le 24 février, des frappes préventives pour qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils les utilisent. Vladimir Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à l'utilisation de la force nucléaire, notamment le mois dernier lorsqu'il a annoncé la mobilisation de plusieurs centaines de milliers d'hommes, affirmant en fixant longuement la caméra qu'il ne s'agit pas de bluff. Et on se sépare sur cette note sportive pour parler de ce jeune basketteur qui déjà à 18 ans est une star d'envergure planétaire. Sur l'aire de jeu, c'est un véritable génie. Du haut de ses 2,21 m, le prodige du basket français Victor Wembanyama, très attendu en NBA pour la saison prochaine, met le monde du basket à ses pieds. LeBron James le décrit comme un extraterrestre, son portrait avec la rédaction de France 24. L'Amérique est déjà conquise. 2 matchs en 2 jours à Las Vegas, 73 points marqués. Victor Wembanyama a été à la hauteur des immenses attentes dont il fait l'objet. Tous les recruteurs de la NBA étaient venus observer l'ailier fort de 18 ans, venu avec son équipe des Métropolitanes de Levallois en région parisienne, pour affronter une écurie des meilleurs espoirs américains. Il faut que je profite de ces derniers mois en France. C'est fou de se dire que je ne vais pas vivre en France ou en Europe dans les 15 à 20 prochaines années. Je vais quitter mon pays. D'un côté, c'est triste, mais de l'autre, c'est excitant. Car à l'issue de cette saison, Wembanyama est quasiment assuré d'être le numéro 1 de la prochaine draft NBA. Avec la façon dont il se déplace, il peut bloquer des tirs, tirer et passer. C'est un talent unique. N'importe où dans le monde, vous n'avez pas vu beaucoup de joueurs comme lui. C'est l'un de ces joueurs dont on dit il n'y en aura jamais un autre comme lui. Comme on disait, il n'y aura jamais un autre Shaquille O'Neal. Sa venue aux États-Unis a occasionné une pluie d'éloges. La plus grande star actuelle du basket, LeBron James, le compare à un alien. 2,21 m de hauteur, 2,43 m d'envergure. Des mensurations inhabituelles pour un joueur aussi polyvalent. Pour Victor Wembanyama, le plus grand défi sera peut-être de réussir à garder la tête sur les épaules. Fin de la grande édition de cette semaine sur A12. Vous serez demain, lundi, en compagnie de Stéphanie Parra. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.